Bonsoir, mesdames et messieurs. On le sait maintenant, il n'y a pas de doute que la nouvelle de la mort de Maurice Richard hier, même si on s'y attendait, nous a émus, nous a touchés. Et puis aujourd'hui, on commence à mieux mesurer le vide énorme qu'il laisse, un vide finalement à la mesure de l'homme. C'est ce qui explique que c'est vraiment tout le monde, du petit monde comme du grand monde, qui spontanément viennent exprimer leur peine et dire ce que Maurice Richard représentait pour chacun d'eux. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que Maurice Richard, on l'a tous un peu dans les tripes, on l'a tous dans le cœur. Et depuis ce matin, il y en a beaucoup, ils étaient très nombreux à venir déposer soit des fleurs ou une simple lettre devant la résidence du Rocket à Montréal et au musée l'Aréna Maurice Richard. Façon de rappeler, une manière de lui dire combien il va leur manquer, combien il va nous manquer. L'activité a beaucoup augmenté. On reçoit à peu près au moins 20 fois plus que d'habitude. De gens qui viennent? Oui, c'est ça. Vous me dites qu'hier, vous êtes resté ouvert tard? Oui, il a pris la décision d'ouvrir vers 8 heures, après le souper. Puis ça a fait, fallu mettre du monde, faire sortir du monde, parce que... De minuit à midi. À minuit, vous aviez encore des gens ici? Oui, j'ai fermé à minuit. Il commençait à être assez tard, là, parce qu'un matin, on dit qu'il va ouvrir de bonne heure encore. Puis il va ouvrir demain aussi. Il faut encore ouvrir pour la semaine qui s'en vient, elle va être longue dans le musée. Qu'est-ce que vous dites, les gens, quand ils viennent ici? Le monde, ils ont beaucoup de sympathie envers Maurice. Ça a l'air à les affecter, la majorité de ceux qui viennent. Vous, qu'est-ce que ça vous fait? Ah, moi, ça m'a donné un coup. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Fait que je trouvais que c'était un grand homme. Pas pour le rien qu'il l'appelait l'idole d'un peuple. Tout le monde qui vient là. Tantôt, c'est l'expression que le monde a, qui nous touche énormément. Ah oui, quoi? Voir le visage du monde, là. Dehors, venir porter des gemmes, toutes, là, des fleurs. C'est vraiment touchant. Tu vois que le monde, ils l'oublieront jamais, ce gars-là. Il est gravé dans le Québec, lui, au complet. Expliquez-nous pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui. Bien, c'est parce qu'on a appris la nouvelle hier, juste avant le hockey. Puis là, on a passé ici aujourd'hui, puis on a dit, bien, on va les virer, tout ça. Parce que, bien, c'est correct. Par respect. Par respect. Surtout. On l'a pas vu jouer, mais on a tout entendu parler. C'est une fierté nationale. On est venu donner un dernier respect. Maurice Richard. C'est la première fois que vous venez ici? Oui, on n'est pas du coin. Nous autres, on vient de la Gaspésie. Lui aussi, hein? Ça a l'air à ça que ses parents. Ses parents de la Gaspésie. Ça fait que là, on est venu voir, on a mieux vu l'historique, là, les petits musées qu'il y a ici. Ça a touché le décès de Maurice Richard? Oui. Ça a touché pas mal tout le monde, je pense. Mais surtout, ben, c'est le cancer. Et il a bien fini, là, tu sais, ils ne seront pas acharnés non plus. Ça s'est fait assez vite, j'ai trouvé ça bien. Puis réservé un peu, là, c'était pas trop publicisé. Parce que je pense que c'est un gars qui a cru à ses rêves, puis parce qu'il a cru, il les a réalisés. Puis il nous donne peut-être l'audace à notre tour de croire à nos rêves pour aller jusqu'au bout. Pourquoi c'est important pour vous, monsieur, par exemple, de venir ici, même si vous êtes déjà venu souvent, et d'aujourd'hui de venir ici? C'est pour nous remémorer des souvenirs. Si les Québécois n'avaient que le corps de ce que Maurice a fait, notre province serait sauvée. C'est un gars qui a marqué beaucoup le Québec. Ça a marqué les Canadiens de Montréal beaucoup. C'est un grand bagarreur dans tout. C'est un gars que tu peux pas passer à côté. T'sais. Il est partout, puis c'est un grand leader. C'est un grand marqueur. C'est un grand au Québec. Tout un joueur de hockey. Un grand homme en plus. Qu'est-ce que vous pensez qu'il laisse suite à son décès aux générations, aux joueurs de hockey? Une bonne héritage. Comment jouer sans être payé. Pas comme les grands de maintenant qui sont trop payés puis qui font presque plus rien sur la glace. Un grand joueur de hockey. Je crois que son nom va rester tout le temps dans l'histoire du hockey. Les funérailles de Maurice Richard vont avoir lieu mercredi matin à 10h30 en la basilique Notre-Dame de Montréal. Le premier ministre Bouchard a décidé qu'il s'agirait de funérailles nationales. Du reste, je vais vous dire que les drapeaux de l'Assemblée nationale, pas tous ceux du Québec pour le moment, en tout cas les drapeaux de l'Assemblée nationale ont été mis en berne. Donc, ces funérailles nationales, ça a été confirmé aujourd'hui par les responsables du Club de hockey canadien de Montréal. Confirmation. Le dépouille sera exposé sur la glace, sur le plancher. Dans un décor et un aménagement très simple, très sobre, beau, parce que ça devrait être beau,
et ce qui va permettre à la population de défiler et de pouvoir rendre leur dernier hommage. Bon, disons que dans un premier temps, la famille de Maurice Richard avait envisagé des cérémonies privées. Finalement, elles se sont révisées. Les fils de Maurice Richard, cet après-midi, ont expliqué pourquoi ils ont accepté d'associer le public aux funérailles de leur père. Dans un premier temps, ce que la famille a décidé, c'est qu'on désirait que tout se déroule dans la simplicité. Sauf que, bien naturellement, on est conscient que mon père avait une autre grande famille, le public, et on ne pouvait pas faire autrement que de partager notre deuil avec le grand public. Ce qui est très généreux, évidemment. Le premier ministre chrétien aussi lui a tenu à offrir ses condoléances à la famille de Maurice Richard au nom de tous les citoyens du pays. Au nom de tous les Canadiens et Canadiennes, je voudrais offrir mes condoléances à la famille de Maurice Richard. Cet homme qui était un athlète extraordinaire et qui a été l'inspiration de plusieurs générations, qui a établi des standards incroyables dans le sport. Et je pense que l'un des plus beaux spectacles qu'on ait pu voir dans les sports était de voir Maurice Richard entre la ligne bleue et les buts. Sa détermination, son désir de gagner était une inspiration pour tout le monde. Et il y avait peu de familles qui, lorsqu'il jouait, n'étaient pas à la radio ou à la télévision pour le voir exciter les foules. Alors, je pense que c'est une très grande perte pour les gens du Québec et pour tous les Canadiens. Et il était un fier Québécois et un fier Canadien. Il l'a exprimé à bien des reprises. Et je pense qu'il demeurera une des plus grandes légendes dans le sport professionnel. Bien, en attendant de pouvoir aller saluer Maurice Richard au Centre Molson, si vous voulez, on va aller rejoindre Claude Frigon, qui est au Centre Molson. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Bernard. Parce que, déjà, depuis quelques heures, il est possible quand même d'offrir ses sympathies ou enfin d'aider à exprimer sa peine à la suite de la mort de Maurice Richard. Voilà, tout à fait. Le Club de hockey canadien a aménagé une petite tente tout juste à l'est du Centre Molson pour permettre aux gens qui ne seront pas disponibles mardi pour venir rendre un hommage en personne à M. Richard, pour venir signer un registre, y déposer des fleurs. Ce que l'on veut surtout, Bernard, c'est concentrer tous les hommages qui seront rendus au Rocket dans le secteur du Centre Molson. On l'a vu aujourd'hui, la statue près de l'Arena, Maurice Richard, a été presque inondée de fleurs. On avait accroché des drapeaux un peu partout. Alors, on veut ramener le périmètre ici et on s'attend évidemment à ce qu'il y ait énormément de personnes qui viennent rendre un dernier hommage à M. Richard mardi. Alors, cette petite tente ici servira un peu de tampon entre les longues files d'attente et ce qui se déroulera à l'intérieur. Alors, vous allez... les gens peuvent offrir leurs condoléances, enfin signer et exprimer leur peine, c'est ça? Tout à fait. Ça commence tranquillement. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de publicité faite là-dessus. Le bouche-à-oreille fonctionne relativement vite. On a parlé à un père de famille, entre autres, qui tenait mordicus à apporter ces deux garçons ici, deux jeunes joueurs de hockey, pour leur montrer qui était Maurice Richard. Et il leur a servi une belle leçon de Maurice Richard 101, si vous me permettez cette expression, en leur disant, voilà, c'était un modèle, c'était un idole. On l'écoute. C'est comme je l'ai connu. Je l'ai jamais eu la chance de le connaître, mais c'est comme je l'ai connu. Beaucoup. Parce que, comme j'ai dit, mon père, il m'en parlait souvent. Il me dit, si jamais tes gars pourraient être comme Maurice Richard, il serait quelqu'un, tu sais, ce serait... Justement, quelles seraient les qualités que vous aimeriez que vos garçons apprennent de Maurice Richard? Ses yeux, non. Ses yeux. Ses yeux, c'était son marque... Sa fougue, sa détermination? Oui, sa détermination, oui. Ah oui. De jamais lâcher. Oui, alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui sont là? Et qu'est-ce qu'ils sont, des jeunes, des personnes âgées? C'est relativement tranquille pour l'instant, Bernard. Il y a eu peut-être une centaine de personnes depuis le milieu de l'après-midi qui ont défilé ici, surtout des personnes âgées en fin d'après-midi. Pour l'instant, on s'attend du côté des organisateurs à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvements avant demain. Il faut le dire, cette tente sera ouverte jour et nuit jusqu'à 18h mercredi. Alors, il y a des gardiens ici qui assurent la sécurité des lieux et on s'attend à ce qu'il y ait un peu plus de personnes qui viennent signer ce registre d'ici à demain, évidemment. Qu'est-ce que les gens écrivent? Vous savez pas? Vous n'avez pas pu prendre connaissance? Des petits mots d'amour, des mots de réconfort. On dit, vous étiez notre modèle, on vous a perdu, vous êtes le plus grand.
il semble y avoir une forte unanimité pour dire ici que Maurice Richard a été le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Bien sûr, il y a eu les Wayne Gretzky, Mario Lemieux, mais pour tout ce qu'il a fait envers ce sport, eh bien, il semble que les gens s'en souviennent et s'en souviendront longtemps. Alors, c'est un gros merci du fond du cœur. Qu'est-ce qu'on fera des registres, finalement? Ils seront remis à la famille, tout à fait, remis mercredi 18h. Autre chose à souligner pour le moment, Claude? Non, pour l'instant, c'est tranquille. Il faut dire que cet après-midi, on a quand même eu une conférence de presse assez émouvante, là où il y avait également des anciens joueurs qui étaient venus parler de leurs coéquipiers. Je pense entre autres à Jean-Guy Talbot, à Yvan Cournoyer. Alors, on a assisté à des beaux moments cet après-midi. Oui. Qui avait des soirs, citez-moi un peu certains des propos là, des anciens camarades. M. Cournoyer nous disait, écoutez, cet homme-là, nous, lorsqu'on est entré, il était plus jeune que M. Richard. C'était vraiment un modèle. C'était un gars qui intimidait dans la chambre des joueurs, c'est-à-dire qu'il se défonçait tellement, pour employer une expression qu'on a entendue cet après-midi, que les jeunes n'avaient pas le choix de doubler, tripler leur effort. Alors, lorsque le Rocket était là, c'était vraiment la fusée qui transportait l'équipe. Merci beaucoup, Claude Frigon. Merci, bonsoir. au revoir. Merci infiniment. Et avec moi, à mes côtés, je vous présente, à vous dire reconnaître, bien sûr, quelqu'un qui va jouer un rôle extrêmement important, extrêmement délicat, Pierre Boivin, grand patron du Canadien de Montréal. Bonsoir. Qu'est-ce qui a motivé, finalement, l'Organisation du Canadien à accepter cette charge-là, finalement? Enfin, une charge, une façon de parler. C'est une obligation. Je pense que ce qu'on voulait s'assurer, c'est qu'on apportait notre aide et notre support total à la famille. Et bon, je pense que tout le monde se rend compte de l'importance de Maurice pour tout le monde, pour toutes les générations, peu importe les âges. Donc, il était pour nous et pour la famille important qu'il y ait un dernier hommage, de fait, à la personne de Maurice Richard. Mais quand même simple, mais un hommage qui permettrait de le rapprocher une dernière fois de son public, car il était très proche. Vous, du Canadien, vous devez beaucoup à Maurice Richard. Il les a remplis, à l'époque, le Forum, il l'a rempli presque à lui seul. Oui, non seulement il a rempli le Forum, mais je dirais qu'encore plus important que ça, il a donné une base, une fondation à l'équipe, et on le sent encore aujourd'hui. Il y a des valeurs d'organisation et d'équipe qui existent aujourd'hui en grande partie, bon, pas seulement à cause de Maurice. Lesquels vous retenez surtout? Oh, sûrement le courage, la détermination, la persévérance, et puis en bout de piste, je pense une grande fierté. Hein, puis je pense que ça résume bien ce que représente le Canadien de Montréal par ses joueurs à travers les années. Et ça, il y en a une grande partie qui vient du Rocket. La famille avait des demandes, j'imagine. Il y avait les dernières volontés de Maurice Richard aussi. Vous avez dû respecter ça? On a respecté toutes les demandes de la famille. C'est-à-dire que tout s'est fait vraiment dans un esprit de collaboration. On s'est rencontrés à plusieurs reprises déjà depuis le milieu de la semaine dernière, quand on voulait un peu se préparer de part et d'autre. Et puis, donc c'était acquis depuis un certain temps que vous prendriez charge de cela, oui. Je comprends très bien. Oui, ça avait été discuté d'avance. On voulait pas être pris trop au dépourvu, et puis on voulait que les choses soient discutées. Vous savez, c'est toujours difficile hein, quand on constate le décès. C'est difficile pour la famille et les proches, donc on a voulu un peu préparer le terrain la semaine dernière déjà. Bon, alors, est-ce que Maurice Richard avait des volontés particulières? Pas qui nous ont été communiquées. Je pense qu'on doit vivre les volontés de Maurice par ses enfants et par ses proches. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas entendu de volonté précise ou particulière de Maurice lui-même. Comment est-il possible de faire les choses aussi simples que sûrement le souhaiterait ou l'aurait souhaité Maurice Richard ou le souhaitait Maurice Richard face à un géant du genre, à un phénomène semblable? Bien, écoutez, je pense qu'il faut s'assurer qu'on ne se laisse pas emporter dans les cérémonies. Quand on discutait des arrangements au Centre Molson pour la journée de visite, je pense que vous verrez, il y aura une atmosphère sobre, serein, mais très simple. Et puis je pense qu'il faut respecter l'homme. Vous savez, il était simple comme homme, mais quand 15 000 personnes se levaient debout au Forum de Montréal, après un troisième but, il n'y avait rien de simple là-dedans. Hein? C'était grandiose. Alors bon, il faut arriver à un équilibre dans tout ça. Vous avez eu l'occasion d'échanger souvent avec Maurice Richard depuis que vous êtes en poste? Oui, j'étais fortuné. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Entre autres, je me souviendrai toujours
d'un dîner que j'ai pris avec les ambassadeurs et j'avais Maurice à ma droite pendant quelques heures. Et puis, qu'est-ce qu'il vous racontait? Ben, c'est surtout qu'ils parlaient entre eux. C'était tous des anciens joueurs et puis ils se commémoraient des souvenirs de chambres des joueurs et puis toutes sortes de petites histoires. Là. Puis c'était vraiment fascinant, évidemment, pour moi qui est quand même pas mal plus jeune qu'eux. Et puis que j'ai vu jouer Jean Béliveau, mais j'ai pas vraiment vu jouer Maurice Richard. Mais ils ont joué beaucoup ensemble, ils ont beaucoup de beaux souvenirs. Alors c'était vraiment intéressant de les entendre parler de tout ça. Puis de parler avec eux des projets d'avenir qu'on avait pour le club et de s'assurer que dans tout ce qu'on envisageait, qu'on respectait la tradition et puis la fierté qu'ils avaient apportée. Quelle était la vision de Maurice Richard face à l'avenir, par exemple? Oh, je pense que, honnêtement, il était un peu découragé de l'évolution du hockey. Ouais. Et je pense qu'il avait exprimé déjà lors du déménagement du Forum de Montréal au Centre Molson parce que il avait été peiné parce que pour lui, c'était un éloignement du public parce que, bon, on connaît la montée des prix de billets et puis les salaires des joueurs et puis tout. Et alors pour lui, les valeurs intrinsèques du jeu et puis de base, c'était un peu perdu. Hein? Et puis, il avait peur que le grand public se détache un peu du sport. Alors, vous, est-ce que vous êtes d'accord avec lui là-dessus? Je pense qu'il y a eu un certain phénomène comme ça, oui. Et on a un travail à faire pour se rapprocher du public. Bon, il faut réaliser qu'on vit aujourd'hui dans le hockey moderne. Beaucoup de choses ont évolué, mais je pense qu'il faut revenir à nos bases un peu. Est-ce qu'un jour, le Canadien sera capable d'aller chercher un autre bonhomme aussi costaud que Maurice Richard? Il faut d'abord se demander s'il y en aura un autre, Maurice Richard. Après, il y a 30 équipes qui essaieront de se l'accaparer. Mais c'est à espérer. Hein? C'est à espérer parce que ce sont des hommes qui, non seulement qui portent une équipe sur leurs épaules pendant une dizaine d'années, mais qui redonnent une fierté et puis une espèce de désir de vaincre à toute une population, finalement. Pierre Boivin, je vous remercie beaucoup. Merci. Beau témoignage. Merci bien. Je lisais ce matin dans un journal, je pense dans le Journal de Montréal, on disait Maurice Richard a choisi de nous quitter un samedi soir. Samedi soir rentre dans l'esprit, évidemment, de l'époque. Maurice Richard, c'était la soirée du hockey. C'est encore la soirée du hockey, mais Maurice Richard a fait les beaux samedis soirs de beaucoup d'entre nous, c'est bien évident. Et justement, le hockey, bien sûr, il y avait la radio avant ça, mais le hockey a contribué à populariser ce sport pendant un bon bout de temps, et ça continue toujours, du reste. Et on va vous montrer un extrait d'une des toutes premières parties de hockey qui a été télévisée avec, les plus vieux se souviendront que durant les entraques, il y avait ce qu'on appelait la Ligue du Vieux Poil. Donc, juste quelques souvenirs, puis les plus jeunes vont avoir plaisir à regarder ça. Bonsoir, mes amis. Bonsoir, mes amis. Nous vous souhaitons la bienvenue aux joutes de hockey du samedi soir. C'est Détroit qui force le jeu depuis un moment, mais Richard s'échappe. Richard conserve. Johnson maintenant. Sawchuk, prudemment, voyant Lac devant lui, retient le disque dans sa main. Mise au jeu juste à l'extérieur du territoire du Détroit entre Moore et Scott. Leswick, numéro 8. Lance dans la zone du Canadien. À la Saint-Laurent. Scott maintenant. Big Gamble de l'autre côté. C'est Pavlich qui prend le disque. Curry à Harvey. Harvey à Curry. À Moore, au centre. À Gamble. Un beau revers. Moore rate le retour. Saint-Laurent devant les buts. Pavlich maintenant. Une petite passe à Skov. Glenn Skov. Incapable de contourner Harvey. Perd possession du disque. Pronovo maintenant s'élance. Saint-Laurent. En direction de Gamble. Curry maintenant au centre. À Harvey. Et c'est l'arbitre Morrison qui fait une chute. Harvey cherche une ouverture.
Hors-jeu, puisque déjà Curry avait traversé la ligne bleue. C'est maintenant Curry et Skov. La dispute a commencé avec Harvey, mais c'est Curry qui est venu s'en mêler. Voilà Moore maintenant avec Bob Golden. Eh bien, mesdames, messieurs, aïe, c'est réjouissant là maintenant. La partie est rendue 3-3. Nous allons sûrement assister à une troisième période excitante au possible. Puis là, les projectiles ont commencé. La partie était retardée plusieurs minutes et chaque fois que Haute-Vary voulait recommencer le jeu, ben, ça rappelait l'ancien temps, alors que tout le monde lançait des projectiles sur la glace. Seulement, ce soir, c'est d'autant plus remarquable que les gens avaient presque perdu cette habitude-là. Oui. C'est probablement la raison pour laquelle il n'y a que des caoutchoucs sur la glace. Parce que si les gens avaient vécu comme autrefois et qu'on serait préparé pour cette partie, comme autrefois entre les Maroons et les Canadiens, par exemple, on aurait apporté d'autres choses que des caoutchoucs. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce temps-là? D'abord, beaucoup d'argent, des sous et de l'argent. Apparemment, la prospérité ne règne pas. Il y en avait pas mal de toutes sortes ce soir. Il y avait des pinottes. Ah oui. Mesdames, messieurs, des claques, moi, j'en ai jamais vu tant que ça. Il y en avait. Et puis, ce qui était très drôle, c'est que l'arbitre, Haute-Vary, en a reçu 5 ou 6 fois, juste en arrière de la tête. Et puis, on le visait. Et puis, il y en avait qui étaient très habiles. C'est favorable pour ça, par exemple. Là, les trottoirs sont secs. Là, les gens disent, tiens, pas besoin de ça, oui, non. Ce qu'on apportait autrefois, c'était des balles, des oranges, des citrons et même des œufs et des tomates. Des pipes, Charlie? Des pipes, oui. Des montres, même des chaînes de montres. Comme Charlie disait tout à l'heure, c'était dans le temps de la section des millionnaires au Forum. Ah oui, félicitations. Je me rappelle même avant de jouer que j'étais pas mal, souvent un de ceux-là qui a garoché ses claques au parti. Mais te rappelles-tu quand un des partisans du Canadien, des chefs des millionnaires là, qui avaient un costume du Canadien, il sautait sur la glace dans une partie contre Chicago, et puis il est allé vers l'arbitre, et puis René Savard était le président du club. Dans le temps, il a sauté sur la glace pour empêcher le joueur du Canadien de tenter de faire un mauvais parti à l'arbitre qui soulevait Bill Seward dans le temps. Mais il n'avait pas frappé le type cette fois-là, Charlie? Non, il l'attendait. Mais avec son sifflet, Il l'attendait. avec son sifflet dans le, en dehors de même, là. Ça donne un bon coup de poing, ça. Oui. C'est déjà arrivé, Stewart, de frapper un type dans une situation semblable, mais ça ne doit pas être cette fois-là, hein? Non, pas cette fois-là. Mais je crois, Charlie, que au cours des dernières années, c'est une des manifestations la plus bruyante, une des manifestations la plus bruyante qu'on n'ait pas vues au Forum. Je l'ai vu une cette année, Maurice. Seulement que c'est pas pour les mêmes raisons. Le monde était plus heureux quand Richard a compté son 325e but, là. Ah, ben oui. Hein? Ah, c'était plein. Mais ça, mais dans la première période, il faut dire que ce qui a choqué les spectateurs, c'est de donner une deuxième punition. Le Canadien avait déjà un homme au banc du pénitencier, et j'ai l'impression qu'il faut qu'un joueur en fasse beaucoup pour punir un autre joueur du même club. Un club qui est déjà à court d'un homme, mais pour en punir un deuxième, il faut qu'un joueur en fasse beaucoup. Et je crois que la foule n'était pas du même avis que l'arbitre. Pour Philadelphie, il a été échangé. Oui, Jean-Paul Chartrand, oui, vous allez dire que qui jouait pour Philadelphie? J'essaie de trouver le nom. Ah bon? Mais la petite oblique. Ça vous rend pas un peu nostalgique? Émile Genet, bonsoir aussi. Rebonsoir. Bonsoir. Un peu nostalgique de revoir des scènes comme celle-là de la Ligue du Vieux-Poil? C'était une des journées les plus dures en tout cas de la télévision. Dans mon cas, c'est ma pire journée. Aujourd'hui? Oui. D'émotion? Tu veux pas montrer ton caractère, il faut que tu sois un petit peu comme Maurice. On savait qu'il avait un mauvais caractère. Oui, c'est mauvais caractère, oui. Mais c'est un gars, Maurice, si vous regardez, surtout vers la fin, souvent il avait la larme à l'œil. Et cet après-midi, un autre de dur, qui s'appelle Henri Richard, avait lui aussi la larme à l'œil. Tu sais, c'est des gars qui, en dépit de cette robustesse, cette force incroyable, ça sortait de l'ordinaire, ces Richards-là, étaient capables de pleurer. Ben oui, mais c'est des êtres humains, je veux dire. Ils sont plus sur la glace, ils n'ont plus un rôle à jouer. Là. Ça prend un grand homme pour être capable de pleurer. Oui. Énormément. Je vais être un grand homme parce que j'ai pleuré, moi. Oh, mais t'es un bon acteur aussi. Non, c'est ressenti. Oui, j'en doute pas. Wow. Mais cette époque qu'on vient de revivre, bon, il est revenu un cavalier, au tout début, Jean-Maurice Bailly, Charlie Maillet, Meloche, c'était Pete Morin à côté, je pense, c'est le Royal de Montréal, donc pas bon. Alors, c'est une époque, là, quand même. Maurice, tout ça, c'est une époque. Est-ce qu'on doit ça regretter... faisait partie d'une époque, oui. Oui. Bon. Est-ce qu'on doit regretter que ce ne soit plus comme ça? Est-ce qu'on doit se féliciter que les choses soient différentes? C'est évident que ça doit évoluer, ça peut faire autre chose que d'évoluer, mais
Qu'est-ce qu'on... Je ne crois pas que l'on puisse, à l'heure actuelle, dans les circonstances actuelles, faire une autre émission comme celle-là. Parce qu'aujourd'hui, tu as les commerciaux. Il n'y en avait pas de commercial, là, ça. Aujourd'hui, c'est arrêté à... Il faut passer des annonces commerciales, tu ne pouvais pas. Mais je voudrais élargir un peu plus, pas seulement en fonction de la Ligue du Vieux-Port, en fonction du type de hockey. De hockey qu'il y avait. Il y avait 6 équipes, c'est autre. Une comparaison. Hein, c'est-à-dire? C'est dans ce temps-là. D'ailleurs, la plus belle phrase revient à Maurice Richard. À partir de 1970, quand il a dit « Je connais même pas ce sport qu'on joue là, présentement sur la glace. Je connais plus les règlements. » Alors, même Maurice ne pouvait pas accepter qu'on dilue son produit de cette façon-là. Aujourd'hui, c'est pas que le spectacle est pas moins bon ou n'importe quoi. On était jeunes, on était plus fringants. Les gens, premièrement, on le voyait une fois par semaine, Maurice, en blanc et noir. Puis je reviens toujours avec mon histoire. Il était haut comme ça. Faut pas oublier non plus que quand on allait au forum à ce moment-là, le spectacle était sur la scène, c'était la glace. La patinoire. Ouais. Et quand la période commençait, il éteignait les lumières au plafond. Et quand la période finissait, il coupait les lumières sur la glace, puis là, il ouvrait les lumières. En d'autres mots, le centre d'attraction, c'était la glace. Aujourd'hui, tu vois au forum, même dans le vieux forum avec l'avenue de la télévision... Le gros tableau? Voyons. Le gros tableau, là? Non, l'amateur de hockey qui va au forum, il fait partie de la scène. Oui. Alors qu'anciennement, on regardait ça de loin, puis on était loin d'être prêt. Mais c'était le fun. Il y a peut-être le fait d'être beaucoup plus sollicité. À l'époque, c'était seulement le jeu qui sollicitait le spectateur. Maintenant, c'est plein de choses. Bien, il faudrait admettre que le vrai spectateur de hockey, le vrai spectateur là, qui adore le hockey, qui en mange, les gens qui vous ont téléphoné tout au long de la journée, qui ont donné leurs impressions, quoi que ce soit, ce sont des gens qui regardent à la télévision. Qui peut payer? Imaginez aujourd'hui, tu sais... 100 piastres. 100? Oui, puis ça veut dire que si tu y vas avec quelqu'un, ta femme, ta blonde, qui tu voudras, c'est 200 $. Ça coûte 15 $ pour stationner ta voiture. Si tu veux manger des hot dogs... Intérêt de manger à la maison, de partir. Ben, écoute, c'est qu'un sac d'épinards. Tu sais, il y a peut-être Émile qui peut se payer ce luxe-là, Serge de Savard éventuellement, mais un gars qui est à petit salaire, tu sais, le peuple. Bon, mais d'un autre côté, les joueurs, eux, l'argent, dans quelle mesure? C'est l'argent qui a changé les choses. C'est ça qui a vraiment changé les choses. C'est pour ça que vous n'avez plus des types avec le cœur comme Maurice Richard. Maurice Richard, premièrement, il n'y avait pas cet agent libre. Il appartenait, son cœur, son foie, sa rate, ses reins, ses poumons appartenaient à Canadien. Mais c'est pas tous des sans-cœurs, quand même, aujourd'hui? Non, mais c'est différent. À ce moment-là, c'était les spectateurs au forum qui payaient les salaires des joueurs. C'est ça. À un moment donné, est arrivée la télévision. Or, les propriétaires ont fait des fortunes avec la télévision parce qu'ils ont vendu les droits de télévision, les commerciaux, tout le monde faisait de l'argent. À un moment donné, l'association des joueurs, chapeau bas, moi, je leur dis chapeau bas, ils ont dit « Hey, c'est nous qui donnons le spectacle. C'est nous que les gens regardent. Nous voulons la grosse partie. » Puis ils l'ont obtenu. Exact. Et il y a bien des gens qui ont demandé aussi, est-ce que Maurice était jaloux du fait que les joueurs de nos jours fassent tellement d'argent comparé avec lui? Non, il n'était pas jaloux. Il avait de la peine, sans l'ombre d'un doute, parce qu'il m'avait déjà dit, j'ai joué au hockey 10 ans trop vite. Oui. Tout le monde peut dire ça aussi. Oui, tout le monde peut dire ça. Hein? Rendu, Mais c'est curieux, parce que Maurice Richard et Pierre Boivin, tantôt, ils faisaient allusion, ils étaient partiellement d'accord avec ce que Maurice Richard disait, qui, au moment où le forum a fermé, il y a eu l'ouverture du Centre Monson, avait dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Ce sera plus accessible aux gens ordinaires, aux gens qui Et d'ailleurs, il me l'a confié dans une entrevue. Oui, exactement. Que j'avais eu l'occasion de faire à ce moment-là. J'ai eu l'occasion de passer quelques heures avec Maurice Richard. Puis, si vous permettez, on va regarder ça ensemble. Avec plaisir. Comme entraîneur, vous avez eu qui? Vous avez eu Irvin? Vous avez eu... Dick Irvin, c'est tout. Instructeur professionnel avec Toe Blake. Toe Blake était bien correct avec les joueurs, tandis qu'Irvin, il avait une manière à lui seul de parler aux joueurs puis d'essayer de motiver ses joueurs. Dans l'équipe, là, évidemment, vous étiez Maurice Richard. Aviez-vous une espèce de statut un peu particulier, là, un peu privilégié par rapport aux autres ou quoi? Ah non, j'ai jamais eu de statut privilégié. J'étais comme n'importe quel autre joueur. On s'accordait assez bien. On n'a jamais eu de trouble. Il y a eu une chicane entre les joueurs. Peut-être des petits arguments de temps en temps, mais à part de ça, tout a bien été. Sur quoi? Tu passes pas assez? Ou non, c'était pas, seulement pas sur le hockey. C'est différentes choses, sur la politique, dans différentes sphères. Alors, c'est pour ça que dans la chambre, entre les joueurs, on parlait presque pas de hockey. Très loin.
Richard! Richard encore! Et le point! Le voilà! Le voilà le point! Le 325e but de la carrière de Richard! Le fait de changer de figure, ça vous appelle le centre Molson, là, mais c'est une bonne chose, d'après vous, ou quoi? Bien, une bonne chose. Moi, je dis que c'est pas une bonne chose. Parce que c'est rendu que le hockey va coûter trop cher. Le prix du billet va monter de 30-40 bien presque. Je ne peux pas comprendre que le monde va payer ces prix-là. Il faut que ce soit des compagnies qui achètent des billets de saison. Voir ça. Je pense que c'est une bonne chose. Ça va être une patinoire neuve. Le public va aller voir ça plus souvent. On va peut-être s'adapter à ça, mais ici, il me semble que ça aurait pu durer encore plus longtemps. La fois que vous aviez été choisi les 3 étoiles en même temps, c'est pas arrivé souvent, ça? Ah, bien ça, c'était durant une partie régulière ça, de saison. Et cette partie-là, je pense que j'avais eu 10-12 lancés au but, puis j'avais eu 5 buts puis 3 assists. J'aime à gagner. Oui, hein? Vous n'avez pas perdu dans votre vie, de toute façon? Non. Oui, j'ai perdu. J'ai perdu les playoffs en 1955. 54-55 ont été suspendus. Diriez-vous qu'en 55, Clarence Campbell, c'était un gars nerveux? Quand il vous a suspendu? Non. Il n'était pas nerveux du tout parce qu'en réalité, Clarence Campbell a décidé de me suspendre pour le playoff par rapport aux dirigeants des autres équipes. D'après moi, c'est pas lui qui a pris la décision finale. D'après moi, je l'ai ici, je pense pas que ça parte. Ça va rester là longtemps. La célébrité, vous avez toujours trouvé ça difficile, hein? Toujours été un petit peu mal à l'aise avec ça? Oui, toujours mal à l'aise. Je te le dis franchement, j'ai jamais aimé donner ça. C'est le fun, les gens vous connaissent, ils nous parlent, posent des questions, mais la radio et la télévision, je n'ai jamais été un amateur de ça. J'ai jamais aimé ça. Oui, Serge Chavard, ancien directeur général du Canadien, se joint à nous. Merci, il nous fait le bonheur de sa visite. Oui. Vous étiez attentif aux propos de Maurice Richard. Il vous inspire encore? Ben, moi, c'est sûr que je suis de l'autre génération, oui. Pas comme notre ami Chartrand. Là. Je suis de l'autre génération. On ne sera pas des batailles de vieux ici. Le Maurice Richard, moi, que j'ai connu, moi, je viens de l'Abitibi, la télévision est arrivée en 1957. Alors, le Maurice Richard que j'ai connu, c'est en écoutant la radio, une grosse radio de 3 pieds de haut. Là. On s'endormait sur la radio. Et la télévision est arrivée en 1957, comme je disais. J'ai connu Maurice Richard visuellement sur son déclin. Et les images que je retiens le plus, là, c'est les années 60, en finale contre Toronto. Là, il y avait réellement de la misère. Mais c'est malheureux que je ne l'ai pas vu jouer dans son meilleur. Mais j'ai appris à le connaître par après. Tout le monde connaît Maurice Richard, tout le monde connaît son caractère. C'était noir ou blanc, il n'y avait pas de milieu. À un moment donné, il a été 4-5 ans sans me parler lorsque j'étais gérant général. Je ne savais pas pourquoi. Ouais, jusqu'à maintenant. Est-ce que tu le sais maintenant? Je ne sais pas plus. Et des fois, j'ai un peu j'ai des doutes, mais je ne le sais pas. Je ne suis pas sûr. Puis à un moment donné, c'est revenu. Puis il y a eu la Fondation Maurice Richard. Il a dit, ouais, Serge, je suis d'accord à ce que lui soit président de la Fondation Maurice Richard. Vous avez reçu le prix Maurice Richard de la Société Saint-Jean-Baptiste? Oui. En 79? Oui, en 79. Hein? Bon. Ouais. Alors, les choses sont rétablies. Alors, peut-être dire, quand même, il y a sûrement des choses positives que vous avez à dire à l'endroit de Maurice Richard. J'en ai beaucoup, des choses très positives.
lorsqu'on était jeune, c'était notre idole. Que tout le monde avait le chandail du Canadien. Parfois, il y en avait un de Gordie Howe là, en blanc et rouge. Mais on se battait pour le numéro 9. Là, c'était l'idole. Il était sûr qu'après est arrivé Béliveau puis Harvey. Mais tout le monde se battait pour le numéro 9. C'était notre idole à l'époque. Mais moi, je l'ai réellement connu. J'ai pas été un coéquipier. Je l'ai réellement connu là, dans les 7-8 dernières années via la Fondation Maurice Richard. J'ai voyagé avec lui à l'extérieur. Je l'ai connu intimement. J'ai été à des séances d'autographes à Détroit, à Chicago avec lui. J'ai vraiment appris à le connaître à ce moment-là. On va aborder une question. Bon, la question de l'émeute et tout, de l'histoire de Maurice Richard, le symbole de la fierté des Canadiens français à l'époque, comme on disait. Le gars qui se tenait debout, tenait ses culottes. Comment vous interprétez ça, cette histoire-là? On va commencer par Émile, parce qu'il y a une version qui est peut-être différente. Je crois que j'ai la seule version qui soit vraie, puisque j'avais été accusé même d'avoir fomenté l'émeute au Forum de Montréal. Tout le monde connaît les circonstances, j'en suis persuadé, de la suspension de Maurice Richard, qui méritait sûrement une punition de la part de la Ligue. Et là, n'était pas la question, c'est, je crois que ce qui a fait mal aux gens, c'est que c'était définitivement la première fois dans l'histoire de Maurice Richard, la première fois où il aurait pu gagner le championnat des compteurs, chose qu'il n'a jamais fait par l'après, plus la suspension pendant les séries éliminatoires. Or, à ce moment-là, comme aujourd'hui d'ailleurs, les séries éliminatoires ne font pas partie de la cédule régulière. Donc, c'est 2 saisons complètes. Est-ce qu'il aurait dû Et ce qui est arrivé, c'est que lorsque M. Campbell est entré, qui a pris sa place, qui revenait de droit comme président de son banc étant là, ça prenait un peu de courage, un peu d'audace, peut-être un peu de front, un peu de tout ce que tu voudras. Il y a eu, je sais pas, ça s'est réchauffé un petit peu, ça avait été... j'ai peut-être été un des coupables d'avoir fait un petit peu de propagande là-dessus. Et il y a eu une bombe lacrymogène qui a été lancée. Par qui? Certains disent des policiers, certains disent que bon... Oui, il semble dire que ce soit les policiers qui y perdent. Les gens à l'extérieur du forum, ce n'étaient pas des amateurs de hockey. Ce n'étaient pas nécessairement des grands défenseurs de Maurice Richard. C'était une gang qui est partie de... Ils se défoulaient. Oui, mais il est parti d'où? Si aujourd'hui un athlète frappait un arbitre, il serait puni très sévèrement. Tu peux être sûr. Mais je suis d'accord avec ça. C'est très difficile de dire est-ce qu'il a été puni injustement. Quand un joueur frappe un autre joueur, il est moins puni. Il est moins puni. Non, je dis que... Moi Maurice, j'ai parlé longuement sur des choses là-dessus, puis je lui disais... Maurice disait, moi, la chose que je ne peux pas accepter, il dit, j'ai un tempérament bouillant. Je ne pouvais pas accepter l'accrochage. Donc, il dit, il ne pourrait pas jouer aujourd'hui, c'est rien que ça que ça fait accrocher. Et dans ce temps-là, il dit, il y avait toujours quelqu'un qui m'accrochait, puis il dit, je me revengeais. Je n'étais pas capable d'accepter ça. Il se faisait surveiller de très près. Aujourd'hui, le hockey, c'est ça maintenant, c'est l'accrochage. Vous avez vu des scènes de hockey à l'époque, là, personne portait de casque protecteur. Oui. Les hockey étaient tous bas. Et il n'y avait pas l'accrochage, tout le monde se respectait. Bon, Moi, je suis toujours avec mes papiers. J'étais un ancien journaliste écrit, alors c'est assez compréhensible. Je suis certain que hier soir, hier après-midi, quand Maurice a lâché son dernier soupir, il y avait encore Campbell sur le cœur. Ouais. Si on regarde les articles, je remonte à 75, le Rocket blâme toujours Campbell. En 85, le Rocket blâmait Campbell. Il le blâmait non pas pour la suspension pendant les parties, mais l'avoir suspendu pendant les séries de la Coupe Stanley. Ouais. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait, par exemple, juste pour on parle pour parler, est-ce qu'on aurait pu suspendre, par exemple, Eric Lindros à Philadelphie? Est-ce qu'on aurait, par exemple, suspendu Wayne Gretzky du temps qu'il était à Los Angeles? Ça a été très sévère pour lui. Oh, c'était sévère, il faut le comprendre. Mais il a écouté un championnat des compteurs, puis probablement la Coupe Stanley au Canadien. Oui, exact. Mais la façon dont ça a été perçu par le public à l'époque, les gens sont reconnus en Richard en disant, ce gars-là, il se tient debout, puis je veux dire, il nous ressemble, puis c'est après quoi, on s'est dit, il nous ressemble de plus en plus. Êtes-vous d'accord avec ça? Une espèce de forme de une fierté à coup sûr, forme de nationalisme? C'est évident que tout le monde s'est rallié, tous les Québécois sont ralliés derrière Maurice Richard. Exact. Il y a eu un boycott de la soupe Campbell, comme on dit à l'époque. Oui, c'est vrai. Mais c'est des choses qui sont vraies. Ça varie, oui. C'est des choses qui sont vraies. Tout le monde aime se rallier en arrière d'un héros. Mais c'est un nationalisme apolitique, c'est ça, la différence. Hein? Exact. C'est apolitique. Probablement que lui, le savait même pas à l'époque. Puis aujourd'hui, Maurice Richard ne savait même pas comment il était populaire. Il arrivait, comme je l'ai dit, j'ai voyagé à Détroit avec lui, puis c'était incroyable comment il était populaire. Il pensait pas ça, qu'il était populaire comme ça.
Et l'ovation de 7-8 minutes, il ne pensait pas ça encore. Moi, j'étais excessivement heureux que, de son vivant, depuis 4 ou 5 ans, on lui a rendu tout l'hommage qu'il méritait. Il y a eu beaucoup d'hommages. Il y a eu une série télévisée, il y a eu des busques, il y a eu un paquet de choses qui s'est passé depuis 4-5 ans et de son vivant. Ce qui me fascine aussi dans tout ça, c'est de voir ses deux fils, Maurice et Normand, puis vous avez une bonne idée de Maurice Richard. Vous avez vu comment ils sont simples, ces gars-là? On veut garder la simplicité quand il a dit papa aurait voulu ça comme ça. C'est ça. Tu sais, il aurait bien pu faire, par exemple, les funérailles en plein dans le centre du centre Moulton, en plein milieu. Oui. Non, on a choisi l'Église. Premièrement, Maurice est un gars qui était tout de même assez religieux. Oui, connotation religieuse, sûrement. Exactement. On ne veut pas que ça dépasse les bornes. Et je retiens encore de cet après-midi, mon père était très simple et j'espère juste que ça ne deviendra pas trop gros. C'est-à-dire que là, ce ne sont plus les Richards. Là. Exactement. Qui ont le contrôle. Pas père aimait aller à l'église. Exactement. C'est ça qu'ils ont fait. Maurice a toujours été un gars ultra simple. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde qui en a parlé, vous aurez remarqué que le deuil se fait très facilement. Mais le Canadien a une grosse dette à l'endroit de Maurice Richard. Pas seulement le Canadien, le hockey en général. Non, mais vous parliez d'une période où vous ne parlez pas. Il y a eu une période noire, à un moment donné, où Maurice en voulait beaucoup à l'organisation. Je n'ai pas tous les détails, mais ça, il y a eu l'arrivée de Jean Béliveau. Jean Béliveau, on lui a donné un contrat à Brasserie Molson. Et là, Maurice s'en allait à la brasserie d'art à l'époque. Alors, c'était une confrontation pendant plusieurs années, jusqu'au jour que Molson a acheté la compagnie d'art au Quai d'art. Et là, il est revenu dans le giron de Molson et du Canadien. Et je pense que Jean Roy a joué... Roland Corré était très bon pour les anciens Canadiens aussi. Mais je pense que Jean Roy a joué un grand rôle de pacificateur. André Tranche-Montagne. André Tranche-Montagne. Mais Jean Roy, son grand ami. Ouais. C'était lui qui était là et qui disait « Maurice, c'est pas si pire que ça, Maurice. Il faut régler ça. Il faut régler ce problème-là. » Il reste 20 ans sans aller au Fort à Maurice, c'est ça, hein? Juste une question, Serge Chavard, en terminant. Tous les grands étaient comme ça. Est-ce qu'il reste encore des joueurs de cette trempe-là? Ça reste encore. Bon, il n'y a pas personne qui est irremplaçable, mais moi, j'ai jamais voulu comparer des générations avec d'autres générations. Aujourd'hui, là, vous savez, en 1993, il y avait 20 compteurs de 100 points. Aujourd'hui, il y en a un. L'accrochage fait qu'il y en a juste un cette année qui a 100 points. Aujourd'hui, les jeunes sont... Il y a l'équipement meilleur. Les jeunes sont 6-8 pouces plus grands que l'époque de Maurice Richard. Alors, comment comparer ces époques-là? C'est impossible. Mais la détermination, le courage de Maurice Richard, il n'y en a pas beaucoup. C'était l'étoile, c'était l'idole de tout un peuple, le peuple canadien-français. Puis, je ne pense pas qu'on va, de notre vivant, on va en avoir un autre comme ça. Mais dans le même ordre d'idée aussi, quand Maurice jouait, c'était pas le même style que 10 ans ou 15 ans auparavant. On parlera de ça un petit peu plus tard. On va parler de ça un petit peu plus tard. Serge Chavard, je sais que vous voulez nous quitter. Je vous remercie infiniment. En attendant, on va regarder les grands moments de la vie de Maurice Richard. C'est quelque chose de très soigné comme document. Vous n'avez jamais vu ça à la télévision. C'était préparé par l'ONF il y a un certain nombre d'années, mais ça vient d'être retouché. Et en voici la primeur. Il a joué de 1942 à 1960, partie régulière 978, 544 buts. Ça dit tout, ce 544 buts, passe 421 points donc pour les saisons régulières de 965. Dans les séries de la Coupe Stanley, il a joué 133 parties, a réussi 82 buts, 44 passes, 126 points au total. Maurice Richard. Bonsoir Maurice. Bonsoir Lionel. Maurice, ce soir, puisque le temps nous le permet, nous avons un peu plus de temps que d'habitude, j'aimerais quand même qu'on retrace son passé dans le hockey. Ça a commencé en 1942. Mais si on allait un peu plus tôt que cela... Bien, après avoir joué dans toutes les catégories dans les ligues de la Ville de Montréal, dans le Pee-Wee, Bantam, Midget et Juvenile, j'ai eu la chance de jouer pour les Verdun Maple Leafs, qui était le gérant Arthur Terrien. J'ai joué une saison avec eux. J'ai joué 2 ans avec les Canadiens seniors.
Il y a une année avec comme coach Dave Campbell. Et à ma deuxième saison, Paul Haynes, qui était mon coach. Et à ma première année, en 1942, avec le club de hockey canadien, Dick Irvin était là et le gérant général était Tom Gorman. Et sois assuré que quand je suis allé au camp d'entraînement en 1942 pour jouer avec le club canadien, je ne pensais jamais de faire l'équipe. Mais c'était au commencement de la guerre et je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de recrues qui avaient été invités à l'entraînement cette année-là. Tout avait été bien. Je comptais des buts assez souvent au camp d'entraînement. Et c'est là que Tom McGovern a décidé de m'essayer et de pouvoir jouer avec l'équipe canadienne. Dans les années 30, quand j'accompagnais les Maple Leafs de Toronto à Montréal, les assistances au Forum dépassaient à peine 2500 spectateurs. Et il y avait probablement 1000 écoliers qu'on avait laissés entrer gratuitement. Dick Irvin est venu à Montréal en 1939 et il a quelque peu amélioré l'équipe. Ensuite, il y a eu Maurice Richard. Ma première saison, j'avais fait assez bien. Je me rappelle d'avoir joué 11 parties ou 14 parties, je crois, ma première année avec les Canadiens professionnels. J'avais eu 5 buts et 6 assists, je crois, pour un début de saison. Alors là, cette première année-là, l'organisation du Canadien ne marchait pas trop bien. Les assistances étaient très basses et le club n'allait pas trop bien. Ça faisait peut-être 4-5 ans. Je me rappelle bien, le hockey senior était populaire dans ce temps-là pendant 4-5 ans et le professionnel avait baissé beaucoup. Alors, là, ma deuxième saison, là, je vais commencer à jouer avec Al Murlack puis Tony Demes qui jouait sur l'aile droite dans le temps et moi je jouais sur l'aile gauche. Et quand Tony Demes a eu un accident, c'est moi qui l'ai remplacé sur l'aile droite. Et Toe Blake s'était joint à nous. Et c'est là qu'on a commencé, j'ai commencé à jouer avec Al Murlack et Toe Blake sur la même ligne. Et en 43-44, les assistances ont commencé à monter. Le club a commencé à gagner plus souvent qu'à son tour. Et c'est là que le club a commencé à rentrer dans les détails presque tous les ans pendant 15 ans, 16 ans. Je ne me rappelle pas lui avoir parlé avant d'arriver à Montréal comme gérant général du club canadien. La première fois, c'est lorsqu'il est venu signer son contrat. J'ai eu alors de légères difficultés avec Maurice et Butch. Cette année-là, il a signé son contrat à la toute dernière minute, une demi-heure seulement avant le début de la première partie de la saison. Depuis ce jour-là, cependant, Maurice et moi, on en est venus à se connaître et à se comprendre tellement bien qu'à chaque année, au mois de juin, il signait son contrat en blanc. Bien non, j'ai jamais signé de contrat en blanc. J'ai signé un contrat, mais il y avait certaines clauses qui étaient entre moi et lui. Alors, c'est des choses que la Ligue ne savait pas, et même la direction ne savait pas, et les joueurs non plus. C'était des clauses personnelles qu'on avait entre nous deux. Moi, je ne prétends pas que Richard a bâti le Forum. Seulement, si il n'avait pas brillé pendant tant d'années, ben, le Forum n'aurait pas été rempli à craquer tout le temps. Alors, il a contribué à la prospérité du Forum et de la Ligue nationale, parce que partout, on allait voir la partie pour voir Richard à l'œuvre. Bien, Maurice Richard, moi, c'est lui qui m'a vendu le hockey, qui a vendu le hockey à toute la population. C'est lui qui a bâti le Forum, c'est lui qui a montré aux jeunes comment aimer le hockey. C'est mon humble opinion. Alors, je me suis mis à suivre Maurice Richard, et puis tout le monde vivait pour voir Maurice Richard jouer au hockey, qui est un genre de phénomène. Nous portions tous le même uniforme que Maurice Richard. L'uniforme bleu, blanc, rouge des Canadiens de Montréal, la meilleure équipe de hockey au monde. Tous, nous peignons nos cheveux à la manière de Maurice Richard. Nous lassions nos patins à la manière de Maurice Richard. Nous mettions le ruban gommé sur nos bâtons à la manière de Maurice Richard. Nous découpions dans les journaux toutes ces photographies. Vraiment, nous savions tout à son sujet.
hockey, on avait des cartes, on jouait aux cartes sur le mur avec des joueurs de hockey. À l'école, on s'échangeait ça à la récréation. Ça c'était notre hockey, nous autres, parce que, si tu veux, jamais on aurait eu, tu sais, la pièce et quart. Ça devait coûter rien que ça dans le temps. C'était une fortune pour des petits culs de la Montréal. Un jour, on était une gang de petits gars comme ça, puis on jouait dehors. C'était le temps avant Noël, je pense, puis il neigeait, puis c'était vers les 5-6 heures du soir. Alors, on passe devant le deuxième voisin, qui était un célèbre tailleur qui s'appelait Michel Tamilia. C'était une devanture tout vitrée, c'était une des premières. Ça. On jette un coup d'œil à l'intérieur. Il y en a un qui dit, c'est Maurice Richard est en train de s'acheter un habit. Maurice Richard est en train de se faire essayer un habit. Il faut aller voir. On se précipite dans la vitre, mon vieux, on regarde à l'intérieur. Ben oui, c'était Maurice Richard qui était là. Tout à coup, mon vieux, miracle. Maurice se détache de tout ça, ouvre la porte, il se dirige vers nous autres. Pendant 1 heure de temps, il est resté avec nous autres. On a jasé, on a dit toutes sortes de choses, puis on faisait des farces. On lui demandait comment est-ce que c'était au hockey, puis comment est-ce qu'il était ses coéquipiers, tout ça. Ah, c'était absolument fantastique, c'était inespéré. Tu comprends, du monde comme ça, et nous autres, il nous arrivait jamais rien. Maurice Richard est le joueur de hockey le plus excitant que j'ai connu dans toute ma carrière. Je ne pense pas qu'il y en ait jamais un autre comme lui. Il n'y a pas un autre joueur qui m'a donné autant d'émotions. Richard n'est peut-être pas le plus grand joueur de hockey qui ait existé, mais c'est le seul qui n'a laissé personne indifférent. Il fallait voir Maurice Richard, je pense, les experts, encore une fois, vous en parlerez mieux que moi, mais le voir dans son décor. Son décor, à mon point de vue, c'était deux décors. C'est le forum plein ou le forum vide. Le forum plein, évidemment, c'est les grands jeux, les grandes séries, les finales où on dit Maurice va compter, va arranger ça. Il arrangeait ça, il comptait. Mais il y avait aussi le forum vide et les autres joueurs ayant quitté la glace, c'est Maurice Richard qui s'acharnait à lancer de tel angle, de tel côté, ou les fameux jeux pour les buts qu'il faisait. Je l'ai vu répéter ça, travailler, parce que ça y venait pas facilement. Ça y venait à force de travail. Et ça, là, c'est plus question de la tête, c'est question d'un homme qui s'acharne, qui s'entête à être le premier. Je trouve ça beau, parce que lui, il voulait définitivement être le premier. Ça m'est arrivé assez souvent d'embarquer sur la glace 20 minutes ou 15 minutes avant que les joueurs embarquent sur la glace pour aller pratiquer lancer de revers ou lancer des poignets. Et surtout pour pouvoir lancer dans les buts. C'est une chose que j'ai fait très souvent. Et même après les pratiques, il restait un autre 15-20 minutes de plus pour pratiquer tout seul sur la glace. Je pense que je n'ai jamais vu avant ou après lui d'athlète possédant à ce point le désir de gagner, pour qui le sport devenait en quelque sorte un mode d'expression, une façon de se manifester, un peu comme un peintre, comme un poète. Pour lui, marquer un but, ça devenait en quelque sorte, une fois rendu sur la glace, sa raison de vivre. Et le public le sentait. Et nous les commentateurs aussi, évidemment, on vibrait. Et notre travail était rendu infiniment plus facile du même coup. Richard avait un dynamisme, une force intérieure que rien ne pouvait arrêter. Ce n'était pas ce qu'on pourrait appeler un homme fort. Pourtant, ses coéquipiers m'ont raconté des exploits étonnants. Il était capable d'immobiliser pendant quelques secondes un adversaire beaucoup plus fort et beaucoup plus gros que lui, sans que l'autre ne puisse faire un geste. C'était la même chose quand il lançait la rondelle. Il ne lançait jamais mollement. Il y mettait toujours toute sa force. Je pense qu'il aurait vu avec joie la rondelle défoncer le filet ou passer à travers le gardien de but. Richard avait une idée fixe, lancer la rondelle dans le filet, et tout obstacle entre lui et les buts devenait un ennemi à abattre. Il porte bien son nom, le Rocket. C'est une étoile filante
Quand Maurice partait avec la rondelle de la ligne bleue, il n'y avait rien pour arrêter Maurice Richard. Il comptait des buts avec un homme, deux hommes, même jusqu'à trois sur les épaules. Et puis parfois, il était par terre pour compter des buts. Le Rocket était très puissant, même si ça ne se voyait pas. C'est surtout dans les jambes qu'il était fort. Un soir au Forum, alors que Richard venait juste de dépasser Earl Siebert, un joueur de défense du Chicago, celui-ci sauta sur le dos du Rocket et s'accrocha en petit bonhomme après lui. Siebert pesait 210 livres. Mais le Rocket n'a pas arrêté de patiner pour ça. Il a poursuivi sa course, a fait une feinte qui a obligé le gardien à sortir de son filet et a lancé la rondelle dans le but. Alors, à la manière d'un chien, Richard secoua Siebert dans le coin de la patinoire. Il n'y a pas deux hommes au monde capables d'un tel exploit. Ce que je veux dire au fond, c'est que je crois que le Rocket ne s'est même pas aperçu qu'il transportait Siebert. Il était bien trop préoccupé par le désir de compter et rien n'aurait pu l'arrêter. C'était ça la force de Richard. Faire l'impossible. Il y a eu d'autres grands joueurs, Gaudéard par exemple. Personne ne peut être meilleur que Gaudéard. Il peut aller jusque-là, mais pas plus haut. Maurice, lui, pouvait toujours en faire plus. En autant qu'on est concerné, nous, le club canadien, je crois que la meilleure façon de l'expliquer, ça serait peut-être de dire qu'on avait deux équipes sur la glace. On avait notre équipe ordinaire et on avait Maurice Richard. C'est pas plus malin que ça. Les adversaires ont peur devant nos tricolores. Quand sur la ligne de punch, ils voient Maurice Richard. C'est Maurice Richard qui est populaire. C'est Maurice Richard qui score tout le temps. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il s'emparait de la rondelle et qu'il fonçait vers la ligne bleue, la foule s'échauffait et le portait jusqu'au but. Richard et la rondelle, c'était synonyme d'un but pour le Canadien. Quand il réussissait le tour du chapeau, on lui faisait une ovation monstre. Le Rocket a très souvent sauvé son équipe en comptant le but gagnant. Je pense même qu'il détient le record pour le plus grand nombre de buts gagnants au cours d'une carrière. On a beaucoup parlé des yeux de Maurice Richard. On a dit de ses yeux qu'ils étaient perçants. C'était bien plus que cela. Ses yeux lançaient des éclairs. Si j'avais été un gardien de but, j'aurais été terrifié en le voyant approcher. Il était pourtant moins dangereux que bien d'autres, car il ne visait pas le gardien, il visait l'ouverture. Et son lancer était extrêmement précis. Il n'avait pas peur d'être frappé parce que la rondelle était dans le filet. Parce que ça, c'est pas un joueur comme il y en a aujourd'hui. C'était pas des lancers frappés. La force de Maurice, c'était que dans la ligne, lui, il allait porter la rondelle dans le filet. Que ce soit 10 ou 12 pieds, mais elle était dans le net. Aujourd'hui, il lance des poulets, mais lui c'était aller la porter dedans. C'est le gars, là, si on peut dire une expression en anglais, le gars le plus shifté que j'ai jamais vu sur la glace. Le joueur était devant lui, là, et puis il restait là, figé, puis il était rendu devant le gardien de but. Il ne voyait pas passer. Ses poignets, c'était rapide, la rondelle partait, puis il était fin, très fin. Il lançait pour entre deux défenses ou un de ses joueurs à lui, puis la rondelle, le gardien de but ne voyait rien. Les filets qu'il faisait, c'était tellement rapide que même moi, photographe sur le bord de la bande, bien des fois que je pensais même pas à prendre la photo. D'abord, j'étais un mordu du sport, et des fois, il était trop rapide pour nous, c'était extraordinaire. Il fallait simplement, quand on allait dire « je suis le hockey ce soir, sans ça, on va manquer mon... » Quand j'arrivais seul devant un gardien de but, j'essayais de faire un jeu différent toutes les fois que j'avais une chance. Et c'est ça... une raison que les gardiens de but ne pouvaient pas savoir quel ça le jeu j'étais pour faire, ça de lancer ou de quelle manière j'étais pour le jouer. Parce qu'en général, les joueurs dans la Ligue nationale ont une manière à eux de déjouer ou de lancer et ils font presque le même jeu régulièrement.
Mais c'est une chose que j'ai toujours pensé, d'essayer de varier les jeux à chaque fois que j'avais une chance de compter. J'étais seul devant un gardien de but. Quand les séries éliminatoires, les périodes de taille arrivaient, les périodes supplémentaires arrivaient, là, c'est le premier qui compte. Et, je sais pas, ça s'installait dans la foule. Il y a une certitude qui s'installait que Maurice était pour compter. Et puis Maurice comptait. Je sais pas comment ça se fait. Mais, alors, il y avait une surprise, mais il y avait une sorte aussi d'affirmation de ce qu'on a dit. On l'a dit, hein, je l'avais dit. Ben, tous les gars disaient, tout le monde le disait. Et j'ai l'impression que quand Maurice comptait, les gens se félicitaient eux-mêmes. Ils étaient certains. Maurice avait complété le jeu pour eux autres. Chaque gars au forum était un gérant d'estrade. Hein. Il n'y avait qu'un moyen d'arrêter le Rocket. C'était de façon illégale. Je dois avouer que bien des joueurs n'ont pas été punis pour des infractions commises contre le Rocket. On l'accrochait. On glissait un bâton entre ses patins quand l'arbitre ne regardait pas. On le retenait par la culotte lorsque l'arbitre était de l'autre côté de la patinoire. Bref, tout le monde harcelait le Rocket. Mais il comptait quand même. Le Rocket sautait sur la glace avec une seule idée en tête, compter des buts. S'il n'était pas harcelé, il laissait les autres tranquilles. Personnellement, je pense que le Rocket n'a jamais commencé une bataille. Il en a terminé plusieurs, par exemple. Et on a souvent dit que Maurice était batailleur. Je ne pense pas que Maurice, exception ou deux, ait parti réellement lui-même des batailles. Il était attaqué d'abord. Il y a peut-être un gars à qui il a cherché Noise carrément, c'était Zeniki. Je l'ai vu rencontrer Zeniki en arrière des buts à pleine vitesse, comme ça, là. Là, il y a en place Sivière, puis c'est Zeniki qui est parti. Mais celle-là était volontaire. Mais la plupart des batailles de Maurice, blague à part, c'est là qui commençait, puis c'est Maurice qui finissait. L'incident qui a entraîné la suspension de Richard, sa suspension pour le reste de la saison, y compris les éliminatoires, s'est produit lors d'une rencontre à Boston, quelques jours avant la fameuse émeute du 17 mars 1955. Ça s'est produit à la suite d'une bataille qui opposait Richard et un ancien joueur du Canadien qui jouait alors à Boston. Au cours de l'échange de coups, le Rocket fut coupé à la tête. Il répliqua en frappant sauvagement son adversaire. La tension montait et il devenait de plus en plus clair que se préparait une bagarre générale. L'arbitre a décidé d'intervenir. Le juge de ligne, Thompson, eut la tâche d'essayer de contenir Richard. C'était inutile d'essayer de le calmer. Richard, hors de lui, répondit par un solide coup de poing qui atteint le juge de ligne. Il était très clair dans mon esprit que si Richard avait agi sous le seul coup de la colère, son geste mettait en cause l'autorité des arbitres et des juges. C'est dans cette optique que j'ai jugé l'incident. Le jeudi soir suivant, lors de la partie qui mettait aux prises les Red Wings de Détroit et les Canadiens, il y avait de la poudre dans l'air. Attirés au forum par le discutable concert de protestations entrepris par la presse et la radio, des milliers de Montréalais que les policiers tentaient vainement de contenir commencèrent à manifester à Angle Sainte-Catherine et Atwater. En 24 heures, le président Campbell était devenu une tête de Turc et Richard une victime. Il faudra des années de recul encore pour saisir les véritables dimensions de ce tragique soir de mars. Quelques minutes avant la partie, Richard, vêtu en civil, fit son apparition au forum, pendant que grandissait à l'extérieur l'insolence de la foule. Campbell, comme tous le souhaitaient, sauf les manifestants, n'oserait sûrement pas assister à la joute qui commença dans une atmosphère mystérieuse, semblable à celle qui précède une débâcle. Mais le président, semble-t-il, en avait vu d'autres.
Il se présenta au forum comme à l'accoutumée, malgré de graves avertissements. Comme les amateurs avaient décidé de ne pas céder devant le président, celui-ci avait résolu de ne pas céder devant eux. Des deux côtés, on avait mal jaugé les conséquences d'une prise de position aussi catégorique. Perdant toute mesure, les spectateurs se mirent à bombarder Campbell de tous les objets qui leur tombaient sous la main. À l'extérieur, la manifestation prenait des proportions inusitées. La soupape allait bientôt sauter. Clarence Campbell reçut d'abord une volée de coups que les policiers de faction ne réussirent pas à parer pour lui. Une bombe de fabrication domestique explosa sur la glace et déclencha le triste spectacle qui devait suivre. Le sac et le pillage des vitrines dans le voisinage du forum avaient toutefois une signification profonde. Maurice Richard était plus qu'une vedette du sport. Ce fut une soirée bien pénible. L'explosion de cette bombe... Et à l'âge de 4-5 ans, 5-6 ans, on allait patiner, mes amis et moi, on allait pratiquer le hockey. On était sur la glace, peut-être 10, 15, 20 garçons qui jouaient avec une rondelle. On n'avait jamais joué pour une équipe. C'est là qu'on commençait à apprendre à manipuler une rondelle. Et d'année en année, bien, j'ai joué dans différentes catégories, mais en général, j'ai toujours joué du hockey avec des plus vieux que moi. Et là, il y a eu évidemment les études de Saint-François-de-Laval. Ensuite, tu passes à l'école technique plus tard. Oui, j'ai été à l'école Saint-François-de-Laval jusqu'en 7e ou 8e année dans le temps. Et après ça, j'ai suivi un cours de mécanicien à l'école technique. Mais par contre, à ma 2e année, il a fallu que, sur l'âge de jouer, j'avais demandé au principal si je pouvais aller pratiquer avec le Club Verdun. J'avais demandé des congés de certains après-midi ou certains matins. Et le principal n'avait pas voulu. Mais j'avais joué l'année d'avant, à ma première année de l'école technique. Je jouais avec 5 équipes différentes. Je jouais avec l'école technique. Je jouais avec la Fontaine juvénile. Oui. Je jouais junior B à La Chine. Et le junior B aussi, junior B, une équipe amateur à Bordeaux. Ça fait que je jouais 6 ou 7 soirs par semaine. Toujours sous le nom de Maurice Richard? Toujours. Bien, à mes débuts, j'étais sous le nom de Maurice Richard chez moi, ma paroisse, à La Chine, et à l'école technique. Mais au Parc La Fontaine, comme juvénile, je jouais sous le nom de Maurice Rochon. Ouais. Mais ça, c'était avec le Club Paquette qui évoluait dans la Ligue de Ville de Montréal. La Ligue des Parcs. La Ligue des Parcs, c'est ça. Oui, et on va y arriver à la Ligue des Parcs. Le Paquette, c'était venu comment? Comment est-ce qu'on t'avait déniché? Bien, c'était à mes débuts à l'école technique, bien entendu. J'avais rencontré un garçon qui était à l'école avec moi, qui m'avait vu jouer pour l'école technique. Et c'est là qu'il a débuté, qui m'a fait l'invitation d'aller jouer avec son équipe au Parc La Fontaine juvénile. Et puis, comme tu sais, un peu plus tard, c'est devenu mon beau-frère. Oui. Georges Norchet m'avait demandé d'aller jouer pour lui au Parc La Fontaine. Après ça, bien, c'est là que j'ai connu ma femme aujourd'hui, Lucille. J'ai joué au Parc La Fontaine, je jouais à l'école technique. Et c'est là qu'a débuté ma carrière dans le hockey organisé. Tu parlais tout à l'heure, tu marquais beaucoup de buts. Avec le Paquette, il y a une saison, tu as marqué 133 des 144 buts du club. Je pense que c'est d'assez bonnes notes pour passer junior. Bien oui, je pense que c'était peut-être un peu exagéré. On voit contre des équipes peut-être pas assez fortes pour nous autres. 1942, une année extrêmement importante dans ta vie. 2 contrats. Un avec les Canadiens et l'autre un contrat de mariage. Oui, c'est cette année-là, bien entendu, que je me suis marié en 1942, le 12 septembre. Oui. Et au mois d'octobre, au début d'octobre, je suis allé à l'entraînement du Canadien et j'ai fait l'équipe. Oui. Alors, est-ce que tu te rappelles tes coéquipiers à ce moment-là? Je crois que en première partie, je jouais avec Buddy O'Connor et puis Gordie Drillin. Ah, qui venait de Toronto. Qui venait de Toronto, que le Canadien avait eu en échange, pourquoi, ou avait acheté. J'avais joué avec ces 2 joueurs-là. C'est peut-être pas ma première partie que j'ai compté le premier de l'Union nationale. Je sais que c'était contre
Rangers. Le gardien de but, c'était nommé Bozinski. Oui. Le 8 novembre 42. 8 novembre 42, c'est bien ça. Et je jouais avec Buddy O'Connor et Gordie Derlin à cette partie-là. Et ton instructeur à ce moment-là, c'était Dick Irvin? L'instructeur était Dick Irvin, oui. J'essaie de t'imaginer un peu, là, avec quand même 11 points en 14 ou 15 matchs. Le gars qui se dit, ça va bien, je vais connaître une bonne saison. Puis là arrive cette fracture. Un gros moment de découragement. Bien entendu, j'étais pas mal découragé après 3 saisons de suite avec des mauvaises fractures. Mais par contre, la saison passée, j'avais un contrat de signé de 2 ans. L'année suivante, j'étais certain que je pouvais jouer encore avec le club canadien. Et c'est là que, en 1942, en 43, 44, c'est là qu'a débuté la fameuse ligne du punch. Au début, mais en 43, j'avais été blessé à une épaule. Et puis... Sérieusement? Parce que ça, on n'en fait pas beaucoup mention. Assez sérieusement, mais pas pour une opération, bien entendu. Après quelques parties, le coach, Dick Irvin, m'avait dit, bien, je rentrais dans la chambre, quand ça jouait ce soir-là, m'avait dit, ce soir, je pense pas qu'on puisse te faire jouer. J'étais sorti, j'avais pris la porte de la chambre, j'étais sorti, mais t'en allé chez moi, tant que j'étais fâché. Je voulais pas, je voulais jouer, bien entendu, même avec une blessure. Mais je pense que c'était une bonne chose que je ne joue pas, parce que peut-être je me serais blessé une autre fois, alors ça n'aurait pas aidé. J'ai manqué seulement qu'une partie avec cette blessure-là. Peut-être plus qu'une partie, je ne me rappelle pas. Tu as souvent dit, Maurice, qu'une de tes idoles dans le hockey avait été Toe Blake. Et là, tu te retrouvais avec lui puis Al Merlac. Bien, Toe Blake avait été une de mes idoles parce que, en réalité, c'est une chose que bien des gens ou le public ne sait pas, que j'avais jamais vu jouer le club canadien des parties régulières. Quand j'étais junior et Canadien senior, on avait pratiqué souvent contre Canadiens. Et Toe Blake était là. C'est le joueur qui m'avait impressionné le plus et le joueur que j'avais aimé le plus sur la glace. Alors, c'était un de mes joueurs favoris quand j'ai fait l'équipe canadienne. Une chose qu'il faudrait peut-être souligner, c'est que là, tu étais à ce moment-là, c'est avec le Canadien senior où tu es devenu ailier droit. Auparavant, tu étais ailier gauche, non? Au début, oui, avec Canadien senior, j'ai joué à l'aile gauche. Et à ma deuxième année, Dave Campbell était l'instructeur, m'avait demandé si j'étais intéressé à jouer sur le côté droit, le côté opposé. J'ai dit oui, je suis bien intéressé parce que ça me donnait beaucoup plus de pratique à lancer vers les buts. En étant gaucher, jouant sur l'aile droite, ça me donnait une chance de pouvoir pratiquer mon lancer de revers, de lancer. En plus de ça, ça me donnait un meilleur angle quand on est en face des buts dans le centre de l'Est, avec notre lancer du bon côté. Ça nous donnait un meilleur angle pour le gardien de but. Et ça me faisait pratiquer mon lancer de revers. C'est là que j'ai débuté à jouer sur l'aile droite en étant gaucher. Tu vois que les Campbell auront marqué ta vie. Les Campbell auront toujours marqué ta vie. Oui, Dave Campbell, qui était mon instructeur, et l'autre président. Là. Très jeune, on t'avait fait prendre des cours de boxe un peu, je pense, hein, puis ça t'a servi. Bien entendu que jeune, j'ai toujours aimé la boxe. Quand je demeurais dans la paroisse Saint-Joseph de Bordeaux, j'avais des amis, on s'entraînait ensemble. Et même, je suis allé à plusieurs camps d'entraînement pour les boxeurs. J'avais pratiqué la boxe pendant plusieurs années. Ça m'a aidé beaucoup quand j'ai débuté dans le hockey professionnel. Et je pense à Bob Dill. Ah, Bob Dill, oui, c'est un joueur qui n'avait jamais joué dans la Ligue nationale. Et puis, New York l'avait fait demander pour jouer avec eux une certaine partie à New York. Il débutait avec le club. Et, en l'occurrence, une partie contre les Canadiens. C'était une partie contre les Canadiens à New York. Et Bob Dill avait été désigné pour essayer de m'intimider, bien entendu, sur la glace. Et la première chose qui est arrivée, Bob Dill vient me frapper en arrière des buts de New York. Et là, bien, je vois qu'il veut enlever ses gants. J'ai pas attendu qu'il enlève ses gants. Il les avait pas enlevés que je l'avais frappé. Il était tombé sur la glace. Alors, il est parti après moi, puis il est venu me rejoindre au banc de punition. Encore là, il voulait absolument me frapper. Alors, c'est moi qui l'ai frappé le premier encore une fois. Il a tombé la deuxième fois. Assis, on rentre tous les deux dans le banc de punition. Bob Dill était séparé par 2-3 hommes qui étaient en charge. Il a sauté par-dessus les hommes
encore une fois pour essayer de me frapper, puis c'est moi qui le repince une autre fois. Alors, Bob Dale a été knocké 3 fois dans l'espace de quelques secondes. C'est quand même assez extraordinaire. Parce que ça, je pense que tous ceux qui ont suivi la carrière de Maurice, il y en a comme ça. On pense à Bill Josda, il y en a eu beaucoup. Bien. Ça ne veut pas dire que j'étais un meilleur boxeur. Ça veut dire que je ne ferais pas le premier, je n'attendais pas. Pas mauvais non plus. Mais je n'essayais pas de commencer aucun combat. C'était toujours le... Ça, c'est un fait. Est-ce que c'est la frustration qui faisait que tu te... Parce qu'on t'achalait, c'est un fait, on te retenait continuellement. Il y avait toujours des gens pour faire de l'obstruction. Est-ce qu'à un moment, c'est les nerfs? Mais j'ai toujours eu dans ma tête à moi que celui qui me donne un mauvais coup, si je me revanche pas tout de suite... Il va t'en redonner un autre. Non, il m'en donnera peut-être pas un autre, mais moi, je vais l'oublier. Fait qu'avant de l'oublier, je le donnais. Et Maurice, on arrive à l'année 45, 50 buts en 50 matchs. Ça, dans la vie de tous, on a dit que ça a été égalé. C'était... Je dis on a dit. Je ne sais pas si c'était égalé à l'année nationale, ça n'a pas été... Non, dans l'association. L'association mondiale. Ouais. Mais je dois dire que cette année-là, j'avais été assez chanceux parce que je jouais, comme je disais tout à l'heure, avec un bon centre et avec Toe Blake. Et on avait une bonne équipe aussi. On avait une équipe qui travaillait, qui jouait ensemble. Et on avait un esprit d'équipe pas mal fort. Alors, ça m'a aidé beaucoup. Mais par contre, cette année-là, j'avais joué avec une blessure. J'avais eu un mauvais genou. J'avais été blessé à un genou. J'avais eu des cartilages étirés. À tous les parties, j'étais obligé de me faire un stapage du genou pour pas que ça me fasse trop mal. Pour que le genou cède, pour bien le tenir. Et bien des fois, je tombais sur la glace, quelqu'un me frappait, je débarquais de la glace parce que ça me faisait trop mal de patiner. Après 1 minute ou 2, je rembarquais, tout était en bonne forme. Alors, j'ai joué avec ça pendant toute la saison. C'est cette année-là que j'avais compté 50 buts. Oui, et on en arrive au 10 février, tu avais marqué ton 43e but. Ça égalait la marque de Coney Whelan. Ensuite, 44 qui égalait la marque de Joe Malone. Et puis finalement, le 45e, c'était le record. Tu dois te rappeler quand même que Joe Malone t'avait remis la rondelle. Oui, je me rappelle de ça. La radio suivait ça pas mal. Il filmait toutes les parties. Oui. Ça m'avait pris 9 parties avant de pouvoir compter mon 45e but cette saison-là. Joe Malone était venu à Chicago, était venu à Toronto, était venu à Montréal. C'était à Montréal, j'avais compté mon 45e but. Si je me rappelle bien, c'était contre Toronto, à Montréal. C'était sur une passe de Dickie Moore puis Bert Olmsted, je crois. On a dit également, Maurice, que ça avait été la plus grande ovation, peut-être dans le monde du sport. 10 minutes. Bien là, je ne me rappelle pas si ça avait duré 10 minutes, mais je sais que c'était une très grosse ovation.